C'est vrai que c'est toujours, comme tu dis, pour les blessures, avec mon coach, j'ai pas un plan d'entraînement sur la semaine ou sur le mois, c'est jour à jour. Donc, je vais recevoir mon programme d'entraînement aujourd'hui. Ensuite, je vais lui donner un feedback, comment je me sentais. Si j'aurais une douleur à quelque part, ça pourrait être après une course que tu as un peu mal à là ou là. Et puis ensuite, il va me donner le prochain entraînement. Puis du coup, ce sera adapté d'après ce que je viens de lui dire. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Loop sur l'endurance. Ce matin, je suis très heureux car je reçois pour la deuxième fois. On s'est rencontrés que 2 fois avec Alanis et à chaque fois, c'est à l'Alpe d'Huez sur ce triathlon, mais à chaque fois sur une victoire. Franchement, c'est un honneur pour moi de te recevoir, Alanis. Surtout le lendemain de cette deuxième victoire, je me demandais vraiment ce que tu allais pouvoir produire comme performance. L'année dernière, je me rappelle très bien, tu étais à la piscine le lendemain de la course. Ce matin, tu me dis, juste avant d'arriver, j'ai été faire mon petit footing, mais c'est vrai qu'on ne dort pas très bien après une course. Donc la première question que je voulais te poser, c'est comment tu te sens après cette victoire et cette grosse course que tu as pu faire hier ? Salut Valentin, merci de me recevoir à nouveau, ça me fait vraiment trop plaisir d'être là. C'est vrai que super heureuse, vraiment les émotions juste waouh de pouvoir remporter à nouveau cette course. Mais c'est vrai qu'un lendemain de course, on se sent jamais très bien, il y a un peu tout qui fait mal partout. Mais sinon, émotionnellement, vraiment, super bien. Bah écoute, ça me fait vraiment plaisir moi aussi de te recevoir. On va essayer d'aller chercher ces émotions et ces douleurs. Je voulais vraiment construire le podcast sur finalement, tu as dû me challenger un petit peu parce qu'on l'a enregistré le lendemain de la course. Je me suis dit, voilà, il faut que j'ai 2 solutions. Soit la course s'est pas passée comme prévu, soit finalement elle vient chercher sa deuxième victoire. Donc on va aller se faire un focus sur cette victoire d'hier, comprendre un petit peu comment ça se passe à l'intérieur de vos têtes en tant qu'athlète, les informations que vous pouvez avoir. Et puis ensuite, on essaiera de comprendre la construction d'une saison et surtout comment aujourd'hui tu es souvent on va dire, sur le devant de la scène. Donc on va essayer d'étudier tout ça dans le podcast. Si tu devais nous ramener au départ hier matin, comment on aborde la course quand finalement on a déjà gagné cette course ? L'année dernière, j'ai envie de dire, c'est pas entre guillemets, personne te connaissait. Au micro, on ne disait pas Alanis est là, c'est sûr, elle va gagner, etc. Alors que là, j'étais le matin au départ de la course, Alanis a gagné l'année dernière. Comment on le vit tout ça, cette atmosphère, quand on a déjà gagné ? C'est vrai que c'est une approche totalement différente, je dirais, parce que tu reviens en tant que vainqueur. Donc clairement, mon ambition ou bien mon objectif, c'était de défendre mon titre. Mais tu ne te mets pas non plus trop de pression parce que je vais dire, chaque année, c'est différent. La start list, cette année, elle était avec des concurrentes vraiment de haut niveau. Du coup, tout peut se passer dans une course. Donc je ne me suis pas mis la pression, je dois gagner. C'est clair que dans ma tête, c'était un objectif, un peu une motivation supplémentaire. Ce serait vraiment chouette si je peux aller décrocher ce titre. Mais j'ai essayé d'aborder la course comme l'année passée. Je me suis dit, l'année passée, ça a bien fonctionné. Alors pourquoi changer ma manière de faire ? Et puis j'avais, je pense, cet avantage que mentalement, je connaissais le parcours, je connaissais le déroulement. Puis je dirais que ça aide parce que du coup, tu reviens dans un endroit familier, tu connais les personnes et tout. Puis je dirais que ça m'a donné cette motivation supplémentaire. Puis quand tu as aussi ces belles émotions et souvenirs de l'année passée, ça donne, je dirais, une confiance en toi que je me suis dit, l'année passée, je l'ai fait, pourquoi je serais pas capable de le refaire ? Et puis surtout, je me suis entraînée une année de plus, donc en soi, normalement, je dois être encore plus prête. Mais c'est vrai qu'il y a quand même toujours cette pression supplémentaire ou bien ces petits inconnus que tu dis, les gens, puisque tu as déjà gagné, ils attendent que tu gagnes. Mais j'ai essayé de pas penser à ça, puis me dire, moi, je fais ma course comme toujours, je veux prendre du plaisir, je vais donner le meilleur de moi-même. Et puis normalement, si je donne le meilleur de moi-même, j'aurai un bon résultat derrière. Et finalement, j'ai pas étudié ça par rapport à ton temps de l'année dernière. C'est quoi un petit peu les différences sur les 3 sports ? Alors, j'ai pas regardé les temps séparés, mais sur le global, j'étais un peu plus rapide, mais pas énormément, je crois, environ 3 minutes comme ça. Okay. Mais c'était quand même plus rapide, ouais. La natation, elle se fait finalement avec les garçons sur cette course. C'est une natation mixte. Toi, en tant que très bonne nageuse, c'est quelque chose qui t'aide. Est-ce que tu es contente aujourd'hui de la natation que tu as pu effectuer hier et dérouler sur la première partie du vélo ? C'est vrai que moi, j'aime bien quand c'est mixte, parce que je trouve cool. On peut faire la course aussi avec les gars. Et hier, je dirais qu'en natation, j'ai pas eu un super départ. J'étais plutôt sur la gauche. Puis j'ai remarqué que quand on est parti à droite, c'est parti un peu plus vite. Donc je dirais les 400 premiers mètres, je me suis remis un peu à remonter la colonne. Puis quand je suis arrivée
tout devant, j'ai vu qu'en fait, il y avait un groupe de tête qui s'était déjà séparé. Et du coup, en fait, j'ai nagé devant le deuxième pack. Mais du coup, après, j'ai pu faire ma natation. Et puis j'ai tout donné. Et puis du coup, t'es pas non plus Enfin, c'est bête de dire ça, mais moi, j'aime bien être à l'avant, me concentrer sur moi-même, puis pas devoir faire un peu la bataille. Donc ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que mon départ, je dirais, n'était pas des plus optimales. Ça pourrait être encore amélioré. Sur la partie vélo, c'est quand même assez mythique ce que tu fais, rester sur les prolongateurs. On a reçu hier Stéphane Garcia qui commente le live et qui revenait sur les anecdotes. Et je lui avais fait part de l'anecdote de ta victoire l'année dernière où lui il pensait que finalement ton cintre était cassé et c'est pour ça qu'il ne te mettait pas dessus. Et du coup, c'est vrai que maintenant on est habitué à te voir rester sur ces prolongateurs. Sur cette partie vélo, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, tu roules en plus sans data. Est-ce que ça a bougé? Comment tu pourrais nous expliquer aux auditeurs et aux auditrices un petit peu l'approche de ton vélo, les informations que tu peux avoir? Est-ce que tu as les écarts qui te sont donnés? Est-ce que tu te sens à l'aise tout le long du vélo? Comment tu gères cette partie-là? C'est vrai que là, je suis partie sur le vélo. Puis d'abord, j'ai entendu que j'étais la deuxième féminine quand je suis partie sur le vélo, alors qu'en fait, j'étais la première. Donc, moi, je suis partie dans l'optique, je vais devoir rattraper quelqu'un. Puis au bout d'un moment, j'ai compris qu'en fait, j'étais devant. Donc, ça change aussi un peu l'optique et la motivation. Mais c'est vrai que moi, j'aborde toujours mes courses. C'est aussi comment je m'entraîne. C'est au feeling. Donc, on a 4 zones d'entraînement. Ce sera easy, modéré, medium, puis mad, qui est à fond. Et puis grâce à ça, en fait, chaque jour, chaque entraînement, tu peux aller chercher vraiment le maximum parce qu'un jour, peut-être que ton potentiel, c'est ça. Donc ton easy, il est là et ton mad, il est là. Mais le jour d'après, il est peut-être là ou bien ici. Puis à chaque séance, tu peux vraiment aller chercher le maximum de ta capacité que tu as aujourd'hui à disposition, parce que peut-être qu'aujourd'hui je suis hyper fatiguée parce que je viens de faire un grand entraînement hier, donc mon maximum il sera beaucoup plus bas que si j'ai eu 2 jours de repos et puis j'ai le même entraînement. Donc grâce à ça, je dirais que premièrement, je peux donner vraiment à chaque entraînement au maximum. Puis c'est aussi beaucoup plus satisfaisant parce que tu vas pas regarder aujourd'hui j'ai pas poussé assez de watts, alors que peut-être aujourd'hui en fait je pouvais pas pousser plus parce que j'étais crevée, mais c'était un super entraînement parce qu'en étant crevée, j'ai été à fond. Puis un jour, tu es peut-être hyper reposé, puis tu dis, je pousse moins beaucoup, mais tu aurais pu pousser beaucoup plus. Donc je dirais que c'est grâce à ça, je garde cette notion de plaisir dans mon entraînement, mais aussi, ça me permet de, pendant les courses, justement, parce que dans les courses, je dirais que oui, tu as la course, tu as les adversaires qui sont peut-être devant, derrière, mais de vraiment se focusser sur moi-même, comment je me sens dans l'instant présent, puis réussir comme ça à pacer mon effort, de vraiment pas aller trop vite au début, puis de savoir à quel moment je peux pousser plus. Là, c'est une course qui est hyper intéressante parce qu'on part avec 25 km à peu près plat, comme ça. Ouais. Là, on avait un petit peu un vent de face, mais je veux dire, ça y va, quoi. Et puis comme ça, j'ai pas besoin, je regarde pas mon Garmin pour me dire, je dois être dans telle zone. Je sais à mon sentiment, je suis dans la bonne zone, quoi. Puis arrête, attaque le premier col et puis je m'entraîne comme ça, j'arrive naturellement à être dans la bonne zone. Après, tu peux aussi te tromper, mais jusqu'à maintenant, ça fonctionne assez bien. Et puis, dans la course, de toujours remettre un peu, accélérer jusqu'à arriver au pied de l'Alpe, puis vraiment pouvoir faire la dernière montée à fond. Au pied de l'Alpe, quand tu nous expliques cette notion de zone que tu m'avais déjà un petit peu expliqué l'année dernière, et on a eu pas mal de retours des auditeurs et auditrices sur cette partie-là, parce que c'est vrai qu'on est vraiment sur cette notion aujourd'hui de full data, contre data, et je trouve que tu mets beaucoup de sens sur cette explication de toutes ces zones. Donc ça nous aide vraiment à, je trouve, nous aussi, sensibiliser les auditeurs et auditrices. Et à ce pied de l'Alpe, toi, quand tu arrives, tu connais les écarts, tu sais ce qui se passe, parce que nous, on est de l'autre côté. En tant que média, on regarde, on a les trackers, on a le live, on voit un petit peu les visages aussi. Toi, tu as l'info des différents écarts. Comment tu gères ça? Non, alors je suis arrivée au pied de l'Alpe et je savais toujours pas. Je savais que j'étais devant à ce moment-là, ça je l'avais compris. Parce qu'il y a 2 ravitaux, il y en a qui disaient allez, la première femme. Puis, du coup, là, je savais, je suis devant. Mais la première fois où j'ai entendu un écart, c'était dans la fan zone de l'Alpe. Donc en fait, c'est presque à la fin du vélo. Et puis j'ai entendu qu'il y avait 3 ou 4 minutes derrière. Donc je savais que j'avais un écart, mais je veux dire, c'est au milieu de l'Alpe. Donc si j'explose, elle me rattrape. Si elles explosent, il y a un écart plus grand, mais j'ai réussi à maintenir ça et puis arriver avec, c'était environ 3 minutes quand je suis partie à la course à pied, ce qui est un bon écart, mais je vais dire, tout se peut se passer, donc c'était vraiment full focus, fallait y aller, puis je me suis vraiment concentrée à donner aussi la meilleure course à pied que je pouvais. Et puis c'est vrai que c'est magnifique parce qu'il y a ce décor. Alors c'est
c'est difficile le terrain parce que d'abord ça monte, Ouais. ensuite c'est du trail, ensuite il y a su gravier, ensuite il y avait cette montée avec un monstre vent de face, puis ensuite tu descends, mais c'est quand même assez technique, donc il faut vraiment rester hyper concentré. Puis avec la fatigue, je dirais que c'est là qu'on peut faire quelque chose de bête ou bien juste tomber. Donc je dirais que j'ai vraiment essayé de me concentrer. Puis un truc qui est aussi hyper important, mais pas que sur la course à pied, mais sur le vélo, ben, je dirais que c'est la nutrition. Hmm. Moi, je dirais que c'est la quatrième discipline du triathlon. Passer une course longue, et puis ça, faut aussi savoir, gérer. Il faut gérer l'effort, mais aussi gérer comment on nourrit son corps pour avancer. Parce que si tu manges trop, ben, tu vas peut-être avoir Hmm. mal au ventre puis vomir, mais pas assez, tu n'auras pas assez d'énergie. Puis pour moi, ben, c'est un truc que j'ai beaucoup testé à l'entraînement. Et puis Ok. je fais aussi avec des produits très naturels. Je prends pas de gel, mais du sirop d'érable. Enfin, c'est Ok. dans c'est comme des gels, mais c'est juste du sirop d'érable. Puis j'arrive à digérer ça parfaitement. Puis j'ai pas du tout de problème. Et puis c'est vrai que c'est maintenant quelque chose qui me convient. Et puis j'arrive à finir la course avec bien d'énergie. Et dans tous ces tests, parce que j'adore cette partie nutrition, et c'est vrai que quand on parle à beaucoup d'amateurs, beaucoup de passionnés aussi de triathlon, c'est souvent une notion qu'ils disent bah non, mais en fait, j'ai pas le temps d'aller tester les produits, je verrai sur place, je prendrai mon ravitaillement, etc. Et là, bah, c'est encore quelque chose qui est singulier chez toi. Tu nous dis voilà, maintenant, je prends du sirop d'érable, j'ai fait beaucoup de tests. Pour donner une notion sur ça, la phase de test, ça dure combien de temps? Est-ce qu'il y a une notion de patience? Est-ce que tu as mis des mois et des mois avant de trouver ton protocole? Est-ce que tu adaptes presque à chaque course? Comment ça se passe? Ben, je dirais que premièrement, ben, je prendrai jamais, enfin, c'est un conseil que je donne à un nouveau produit pendant une course. Il faut Hmm. toujours avoir testé avant l'entraînement. Puis quand j'ai des entraînements assez intenses ou bien qui peuvent être similaires à une course ou même des entraînements easy, mais juste pour déjà ben, tester ce que j'aime, comment je réagis, point de vue estomac ou comme ça. Déjà, ben, regarder ça. Et puis ensuite, ben, c'est clair que j'ai un peu quand même, je suis pas trop, enfin, je compte pas du tout mes calories ou, les jours quand je mange ou quoi, mais pour la course, j'ai quand même un petit peu regardé combien j'aurais besoin par heure et tout. Ok. Et puis, mais je sais pas non plus trop ce que je prends. Et puis, avec ma maman, elle a fait aussi une formation dans la nutrition. On a fait tout un plan. Puis après, ben, course après course, ben, t'essayes, t'adaptes. Et puis aussi, il y a les conditions météorologiques qui jouent un Hmm. gros rôle. J'ai remarqué, cette année, j'ai fait une course où il faisait hyper froid. Ben, sur le vélo, j'ai remarqué, j'en ai toujours de réserve. Ben, j'ai senti, j'ai besoin de plus parce que je suis en train de griller tellement de calories parce que j'ai froid. Donc ça, c'est des choses qu'il faut adapter aussi. Une course, il fait hyper chaud. Là, hier, on avait des conditions, je dirais, assez Ouais. parfaites. Mais s'il fait la canicule, des fois, ben, tu peux vite avoir des problèmes d'estomac. Donc, c'est tous des paramètres qu'il faut prendre en compte. Puis je pense avec l'expérience de faire de plus en plus de courses, ben, tu apprends, ah, ça va bien pour moi, ça va bien pour moi. Ouais, c'est sûr. Bah, on va faire un dernier focus sur la partie course à pied avant de comprendre ta saison et pourquoi. Moi, ça fait 2 fois qu'on se croise et 2 fois à l'Alpe d'Huez. Si j'ai bien compris, on en parlera après de ta carrière et de ce qui arrive. On aura l'occasion de se recroiser sur d'autres courses, mais je veux comprendre pourquoi l'Alpe d'Huez vient toujours se mettre dans ton calendrier. Sur la partie course à pied, je te vois partir. Il me semble que je vais être au 1,5 km, 2 km. Et c'est vrai qu'on se rend compte que bah, finalement, c'est limite tout à fond de votre côté chez les pros. Parce que juste derrière, Nina et Jeanne, c'était la même chose. En plus, elles étaient collées, elles, de leur côté. Et toi, je sens qu'au niveau du souffle, t'es déjà parti à fond. Comment tu l'abordes cette course à pied avec ces 3 minutes d'avance? Est-ce que tu dis, voilà, je vais essayer de temporiser? Est-ce que tu veux essayer d'écraser un petit peu l'écart et de montrer aux autres filles que bah, t'es costaud? Est-ce que tu restes vraiment que sur toi et tu dis on verra comment elles vont courir de leur côté? Comment ça se passe? Bah, c'est vrai que là, j'avais l'information que j'avais ces 3 minutes, puis je suis partie et je me suis sentie vraiment très bien. Alors, les premiers mètres, j'ai commencé à avoir des crampes un peu au quadriceps, mais après, c'est vite parti. Je pense que c'était à cause du vélo, mais j'étais contente. Après quelques mètres, c'est parti. Puis c'est vrai que j'ai vraiment, directement mis la pression, directement parti vite, mais de nouveau avec, j'étais dans cette zone où je savais c'est rapide, c'est vraiment dur, mais c'est encore contrôlé, c'est pas Hmm. où je suis dans le too much et puis après je vais exploser. C'était vraiment, puis je m'entraîne aussi comme ça, on fait beaucoup de courses à pied où on accélère, accélère, accélère jusqu'au dernier tour, ben on va à fond. Et ben je savais j'arriverais encore à mettre un petit cran dessus au dernier tour, mais j'étais vraiment déjà assez à la limite. Et cet entraînement, et c'est là où ça fait sens aussi, tu nous parlais de ton coach, de ton groupe d'entraînement aussi, des entraînements un petit peu à la sensation comme ça. Est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux exemples en vélo, en course à pied, là, comme tu dis, bah, voilà, au fur et à mesure des tours, tu accélères
qui te permettent d'apprendre à te connaître, qu'est-ce que tu vas faire par exemple sur la partie vélo, des entraînements un peu typiques que vous avez l'occasion de Par faire? exemple, je vais rouler 1h30, puis c'est 30 minutes modéré, 30 minutes médium, 30 minutes mad. Donc en fait, Ça fait mal les tu dernières 30 accélères et minutes. puis tu accélères, tu finis à fond, mais avant, tu avais déjà un effort aussi soutenu. Hmm. Puis à la course à pied, pareil, mais ce serait peut-être tu prends un loop autour, on a un lac, ça fait 3-4 kills, ou bien n'importe. Puis tu fais aussi un lap modéré, un lap médium, un lap mad. Puis grâce à ça, ça mimique quand même un peu en course. Là, tu as trois tours, et puis le but, c'est quand même toujours d'accélérer, mais tu es déjà fatigué. Puis je dirais que de m'entraîner comme ça m'aide en course de savoir dans quelle zone j'étais. J'avais pas de montre, donc j'ai pas regardé la vitesse que j'avais. C'était vraiment l'effort au feeling. Et puis après, là, c'est encore différent. Ça monte, ça descend, donc faut encore avoir ça. Puis moi, ça, j'ai bien aimé, parce que je me disais toujours dans la descente, c'est une sorte de pause. Enfin, tu dois être concentré mentalement, mais les jambes, tu peux laisser aller. Puis après, dans la montée, tu vas de nouveau à fond. Puis tu arrives un peu mentalement aussi à te jouer des tours en te disant, ouais, il n'y a que ce bout, il n'y a que ce bout, et puis ça passe plus vite. Ouais, écoute, c'est trop bien finalement d'avoir fait ce podcast après course parce qu'on a l'impression de vivre la course avec toi, même si on ne fait pas l'effort physique de notre côté. Et les auditeurs et auditrices qui sont en train de nous écouter, souvent, des fois, ils sont sur le home trainer, à l'entraînement ou alors en voiture, donc ça va les motiver. Il y a un an, jour pour jour, finalement, on se rencontrait. C'était ta première victoire, si je dis pas de bêtises, chez les pros. Professionnel, ouais. Donc, on va revenir sur toute la suite de ta carrière parce que c'est vrai que j'avais humainement accroché avec toi sur le podcast qu'on avait pu enregistrer et j'ai suivi un petit peu la suite de tes aventures et je me suis dit waouh, quelle saison. Et là, quand l'organisation me dit Alanis revient sur l'Alpe d'Huez, je me dis ah, si elle remet l'Alpe d'Huez au calendrier, c'est qu'il y a quelque chose de particulier ici, elle aime bien cette course, elle l'intègre dans sa saison. Pourquoi aujourd'hui, sur cette deuxième année, ou finalement, pas cette deuxième année pro, mais sur cette course assez mythique pour toi, on te revoit une nouvelle fois prendre le départ? Qu'est-ce qui est si particulier à l'Alpe d'Huez pour toi? Premièrement, que ce soit l'année passée ou cette année, je dirais l'ambiance, de pouvoir partager. Moi, j'aime bien, t'as ce départ de natation où c'est tout le monde ensemble, c'est pas séparé, pro age group, je veux dire, tout le monde fait le même parcours. Il y a les supporters dans la fan zone, dans l'Alpe, ou le long de la course à pied, ils sont vraiment là pour te porter, pour t'encourager. Je dis toujours, l'Alpe, c'est pas une course de triathlon normale, c'est unique, c'est un peu une sorte de conquête, et puis ça va te repousser dans tes retranchements, ça te met un peu aussi à nu contre toi-même, quoi. Et puis, ce qui fait que tu arrives à la ligne d'arrivée, c'est vraiment cette atmosphère qui te porte, les supporters, et puis ce paysage, cet environnement qui est vraiment magnifique. Puis c'est ça qui te porte jusqu'à la ligne d'arrivée. Et puis je dirais, c'est un aspect qui m'a fait revenir parce que moi, je fais du triathlon, c'est ma passion, j'adore ça, je vais vraiment profiter. Si je peux en plus en vivre en à côté, c'est vraiment magnifique. Et puis, deuxièmement, cette année, j'ai prévu de faire pour la première fois l'Embrun, donc qui a lieu dans 2 semaines. Donc c'est encore plus, ce sera 180 kg de vélo avec 5000 de dénivelé, puis ensuite encore un marathon. Donc c'était une bonne course de préparation pour être prête le jour J. Ouais, c'est vrai que je sais pas si le podcast sortira avant ou après Embrun, mais en tout cas, je pense que c'est une bonne préparation et les amateurs se disent à chaque fois quand on a un petit peu ce débat, ils disent ah ouais, enchaînement du L de l'Alpe d'Huez puis d'Embrun parce que c'est l'objectif un petit peu de l'année. Donc on se rend bien compte que vous, l'entraînement et on va dire la capacité de récupération est quand même beaucoup plus forte. Et l'année dernière, il me semble que tu me disais que ton coach finalement t'avait envoyé entre guillemets sur l'Alpe d'Huez pour te sortir de tes retranchements, pour te tester, etc. Il y a eu la victoire. Là, l'approche de remettre l'Alpe d'Huez dans la saison, c'était un petit peu la même approche où justement c'était pour aller tester ta progression, pour aller tester ta réaction face au fait que tu avais déjà gagné l'année dernière. C'était quoi un petit peu l'approche? L'année passée, après l'Alpe d'Huez, il a dit le prochain objectif, ce sera l'Embrun, pas cette année. On se prépare à l'année prochaine. Puis du coup, j'étais à fond. Cette année, c'est un peu le gros objectif. Okay. Puis il a dit, le meilleur truc pour le préparer, c'est de faire l'Alpe d'Huez. Il y a quoi de mieux pour un entraînement de faire une course, c'est toujours le meilleur. Tu peux te tester, tu vas à fond, tu as des conditions de course. Et puis, connaissant la course, il connaît aussi par cœur. Il s'est aussi entraîné avec son groupe des années ici. Et puis, il envoie toujours ses athlètes ici. C'est un peu aussi dans l'esprit d'aller vraiment tester, voir où je suis et puis donner mon meilleur pour vraiment ressortir de la course peut-être encore mieux entraînée ou plus prête pour aller aborder l'Embrun. Finalement,
sur toutes ces courses-là, comme tu le dis, l'Alpe d'Huez reste un triathlon à part, un triathlon qui est très présent aujourd'hui dans le paysage des courses françaises. L'année dernière, c'était ta première victoire en pro ici, et je me rappelle très bien, on était devant la piscine l'année dernière, et tu me dis, bah voilà, le prochain objectif, ça sera d'aller faire Gérardmer. Et je te dis, mais du coup, Gérardmer, tu vises quoi? Tu me dis, je sais pas, je verrai, c'est la première fois que je vais faire cette course, ça va être sympa. Finalement, je suis la course avec passion. Je vois que Ashley Gentle est au départ, qu'il y a quand même une belle start list. Et finalement, je vois que tu gagnes cette course quelques semaines après. Comment tu la vis? Quel est l'impact sur toi, ta carrière, ta performance personnelle? Est-ce que tu t'attendais à une telle performance aussi du côté de Gérardmer? Je pense que la saison passée, c'était vraiment un déclic pour moi avec l'Alpe d'Huez, ma victoire et puis Gérardmer. Ça m'a vraiment, je pense, propulsé un coup en avant, que ce soit sur la scène internationale, de me faire plus connaître ou bien aussi de pouvoir avoir des sponsors et puis partenaires qui me soutiennent. Mais c'est vrai que du côté sportif, c'était vraiment deux courses qui m'ont vraiment tenu à cœur, parce que c'est des courses mythiques en France. Moi qui viens de Suisse, c'est assez proche. Et puis avec des parcours quand même vraiment qui te poussent dans tes retranchements, qui sont vraiment qui te challenge. Et puis je dirais que j'aime bien ça, pas que ce soit tout plat, mais qu'il faut vraiment aller puiser au fond de toi-même et puis vraiment tout donner. Et il y a toujours un public fantastique en France qui te porte. Donc je dirais que c'est deux courses qui m'ont tenu à cœur. Et puis j'ai pu prendre un peu cet élan de l'Alpe, cette réussite, cette victoire. Ça m'a donné beaucoup de confiance. Et puis j'ai abordé Gérardmer un peu de la même façon. Donne ton meilleur, prends du plaisir. Et puis ça s'est super bien passé. Et puis j'ai vraiment profité. Mais c'est clair que je dis toujours que je profite et j'ai du plaisir. Mais c'est dur, quoi. On est à fond, on est aussi en souffrance et tout. Mais tu as quand même toutes ces émotions que tu vis. C'est fantastique. Ouais, parce que après, si je dis pas de bêtises sur ta saison, il me semble que je t'ai vu aller faire des challenges. Si je dis pas de bêtises, ta saison, elle a duré quand même assez longtemps finalement. Donc, tu avais vraiment. Est-ce que tu as vu la saison dernière comme vraiment aller te tester, aller découvrir ton corps et aller te battre contre les autres filles sur différentes courses? Comment on crée finalement sa saison? On a sa première course en pro qu'on gagne, etc. Comment on construit un petit peu toute la suite, l'engouement? Est-ce que derrière il y a eu des petits pépins physiques? Tu peux nous emmener à l'intérieur de tout ça? Je dirais que dès que j'ai commencé le triathlon avec mon coach Brett, on a vraiment fait course après course. Je venais de la natation, donc la natation, je l'avais déjà, mais côté course à pied, il a fallu vraiment faire attention pour bien jauger l'entraînement, pas que je me blesse. Et puis les premières années, je courais vraiment peu. Et puis j'étais en course à pied quand même bien derrière. Le vélo, ça a été quand même plus rapidement. Et puis c'est vrai qu'en faisant vraiment pas à pas et regarder où j'en suis maintenant, de quoi je suis capable, de pas non plus viser trop haut. Et ça m'a vraiment aidé, je pense, à progresser assez rapidement. Puis on a choisi quand même beaucoup de courses c'est bête de dire ça, mais des courses qui genre sortaient mieux, meilleures, dans le sens où ça m'avait presque donné, pas que de l'expérience, mais ça m'avait rendu plus fit ou bien plus forte. Et puis de course en course, je remarque aussi avec la saison passée, un full distance c'est différent, mais de faire des halfs, quand j'en ressors, t'es clair, t'es fatigué, t'as mal partout et tout, mais si tu récupères bien, tu manges bien, tu dors bien, puis tu prends quelques jours vraiment pour récupérer, tu nages, tu cours, mais tranquille, et que tu reprends l'entraînement ensuite correctement, je remarquais qu'ensuite je pouvais assez vite de nouveau être à un bon niveau et puis enchaîner avec une autre course. Et puis à la fin de la saison, je pouvais plus enchaîner les courses et puis vraiment mon corps était aussi prêt pour le faire. Tandis qu'en début de saison, en février-mars, je vais pas enchaîner 2-3 courses à la suite. Mais à la fin de saison, je remarque que mon niveau de fitness ou bien est beaucoup plus élevé avec toutes les courses que j'ai faites. Et puis ça m'a beaucoup aidé, je pense, dans ma progression dans ma carrière. Toutes ces courses, je dirais que chaque course, c'était un pas en avant qui m'a amené un peu plus haut. Et puis c'est vrai que c'est toujours, comme tu dis, pour les blessures, avec mon coach, je n'ai pas un plan d'entraînement sur la semaine ou sur le mois. C'est jour à jour. Donc, je vais recevoir mon programme d'entraînement aujourd'hui. Ensuite, je vais lui donner un feedback, comment je me sentais. Si j'aurais une douleur à quelque part, ça pourrait être après une course que tu as un peu mal à là ou là. Et puis ensuite, il va me donner le prochain entraînement. Puis du coup, ce sera adapté d'après ce que je viens de lui dire. Et puis ensuite, le prochain entraînement, je lui redonnerai mon feedback. Puis il va me donner de nouveau le prochain entraînement. Donc, grâce à ça, jusqu'à maintenant,
je suis contente de dire que j'ai pas eu de blessure. C'est clair, on a toujours peut-être un petit truc qui embête, mais du coup, en le faisant comme ça, en abordant le problème dès la première seconde qu'il apparaît, même si c'est une douleur 1 sur 10, qui n'est pas une douleur, mais une petite gêne, et ben, j'adapte directement. Puis grâce à ça, je suis jamais, enfin, pour l'instant, j'ai pas eu de blessure. Et puis, tu peux vraiment adapter ton entraînement, puis essayer d'avoir le meilleur que tu peux donner ce jour-là. Puis pour moi, ça a vraiment bien fonctionné. Puis en course à pied, j'ai vu que l'année passée, j'ai vraiment eu un peu ce déclic. Avant, c'était quand même dur pour moi. Puis avec la consistance, les répétitions et tout, et la patience, puis la détermination, j'ai réussi à faire ce pas en avant. Puis que maintenant, dans les courses, je vois qu'en course à pied, je peux aussi tenir le rythme. Cette notion de jour le jour avec ton coach, tu l'as fait à distance ou alors tu as des moments précis dans l'année où tu es vraiment sur un coaching précis avec lui? Comment ça évolue cette partie-là? Alors j'essaye tout le temps d'être le plus possible avec lui. Donc la toute première saison de triathlon, donc j'ai arrêté la natation en 2021 à l'été. Je me suis mis au triathlon, donc pendant une année c'était à distance par WhatsApp, puis je le voyais en camp d'entraînement. Et ensuite à l'été j'ai décidé d'aller à Saint-Moritz où il était basé. Et du coup, je le voyais tous les jours. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en le voyant en personne même, c'était encore mieux. Puis c'est là que j'ai décidé de mettre mes études de côté et de faire vraiment que ça. J'ai réalisé si on a cette récupération en plus, le temps à côté pour vraiment bien dormir, bien se reposer, on peut s'entraîner d'autant mieux et d'autant, pas forcément plus, mais la qualité, elle est augmentée parce que on a plus d'énergie, puis on peut mieux récupérer. Et du coup, j'ai décidé de mettre les études de côté et me donner la chance, puis je suis jeune, de faire ça, d'aller à fond. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, c'est vraiment mon but. J'aimerais pouvoir vivre du sport, donc pourquoi attendre 5 ans pour le faire? Et puis c'est vrai que j'ai remarqué que le travail, il a payé, donc d'être vraiment, c'est comme si on est en camp d'entraînement tout le temps. C'est du coup ma vie d'athlète, je fais vraiment que ça. Mais ça m'a vraiment aidé à faire ce pas en avant. Et puis en début d'année, j'étais beaucoup aussi en Chine. Okay. J'ai fait un grand temps en Asie de janvier à avril. Ça m'a permis de m'entraîner l'hiver dans un climat qui était parfait. Il y a des installations sportives qui sont fantastiques là-bas. Piscine, piste d'athlétisme. On est dans un complexe sportif où on a aussi déjeuné, les 3 repas inclus. Puis du coup, grâce à ça, tu es vraiment dans cette structure, je dirais, professionnelle où c'est fantastique. On a un super groupe d'entraînement, tu es avec ton coach. Et puis, j'ai vraiment remarqué que ça m'a vraiment apporté encore ce petit plus pour m'améliorer. Et puis, l'été, ensuite, je suis à distance. Donc, on s'écrit chaque jour. Mais ça fonctionne tout d'autant bien. Et cette notion de professionnalisation, c'est vrai que c'est un vrai sujet. J'essaie toujours de le traiter avec les professionnels. Même on a reçu de plus en plus maintenant des amateurs qui veulent potentiellement passer pro parce qu'ils gagnent certaines courses en groupe d'âge, etc. Mais il y a toujours ce sujet dans le triathlon d'être professionnel. C'est bien, mais d'en vivre vraiment, c'est complexe. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux dire que voilà, tu vis de ta pratique, tu vis de ta passion? Est-ce que c'est encore complexe? Comment ça se passe, cette partie-là, de ton côté? J'ai eu la chance que quand j'ai décidé de me mettre au triathlon, mes parents ils m'ont direct soutenu. Ils ont dit, suis ton rêve, suis ta passion. Puis c'est vrai que sans eux, au début, j'aurais eu aucune chance parce que pour financer, ça coûte vraiment cher. Et puis l'année passée, j'ai eu la chance d'avoir, avec les résultats que j'ai faits, j'ai gagné déjà bien de l'argent avec les prize money en ayant plusieurs victoires. Et puis ça m'a rendu aussi plus connu, on connaissait peut-être ensuite mon nom et puis ça m'a donné un peu cette visibilité, puis j'ai pu acquérir plusieurs sponsors à mes côtés pour cette saison. Et puis cette saison, je peux dire que je la finance, je peux financer ma saison complètement, donc c'est vraiment génial de pouvoir déjà faire ça à mon âge. Puis j'espère que ça va continuer, que je puisse suivre ma passion. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas, et on va essayer de comprendre un petit peu la construction de cette saison, parce que c'est vrai que là on est en plein milieu de l'année 2025. Tu as du coup gagné une nouvelle fois l'Alpe d'Huez. Il y a quelques semaines, tu étais sur le challenge Roth, et tu m'as confié aussi en off que quelques semaines avant Roth, tu étais sur Xterra. Donc on va essayer de comprendre la suite de la saison, mais si on doit revenir sur Roth, parce que c'est vrai que c'est une course qui fait rêver aussi tous les amateurs, tous les passionnés de triathlon. Et aujourd'hui, je trouve que dans ta construction de carrière, tu vas chercher des courses qui ont beaucoup de sens dans le triathlon international, avec l'Alpe d'Huez, Gérardmer, l'Embrunman et là le Challenge Roth. Est-ce que c'est vrai qu'il y a cette saveur particulière? Là, tu nous le partageais sur l'Alpe d'Huez, tu dis voilà, c'est
l'atmosphère est incroyable, il y a plein de choses particulières qui se passent ici. Sur Roth, tu ressens ça aussi? Ouais, alors je dirais que le challenge road, c'est quand même encore un niveau en dessus, il faut le dire. Enfin, j'ai jamais vécu ça. C'est comme une fête du triathlon. C'est pas juste, enfin, nous, les professionnels ou les amateurs qui prennent le départ. Enfin, il y a tout le monde qui donne son meilleur. Il y a 7000 bénévoles, les organisateurs. Il y avait plus de 300 000 fans qui viennent sur la course. Puis le jour J, enfin, c'est toute une semaine où c'est comme vraiment une sorte de fête. Mais le jour J de la course, il y a vraiment tout le monde, tu vois, qui est à fond, que ce soit les supporters, que ce soit les bénévoles, que ce soit les amateurs ou les pros, il y a vraiment tout le monde qui donne son maximum du matin à 4 heures du matin jusqu'au soir à la finish line. Puis c'est vraiment quelque chose que tu ressens, cette passion que tu partages, que tu sois justement au bord du parcours, que tu sois en train de faire la course. Et puis je dirais que c'est ça que je trouve beau dans le triathlon, c'est de pouvoir partager ça ensemble. Quand je faisais de la natation, ben, tu es dans un bassin, puis je veux dire, il n'y a pas d'amateurs qui vont faire une compétition de natation. Bien oui, mais enfin, c'est pas pareil. Et là, de pouvoir vraiment mélanger tout le monde, de vivre ça ensemble et de pouvoir, en tant que pro, recevoir ce soutien de tout le monde, mais de pouvoir aussi redonner peut-être cette motivation ou cette inspiration ou quoi que ce soit. Mais je dirais que c'est ça, moi, qui me plaît dans le triathlon et puis qui m'a fait encore plus profiter de cette course à Roth. Quelques semaines avant, tu as cette capacité à nous emmener avec toi sur chacune de ces courses à travers le micro. Et quand on voit les images, d'ailleurs, il faudra qu'on te donne des images aussi de la course d'hier. Quand on voit les images, on se dit, voilà, mix d'images et de ta capacité à nous passer ces émotions dans le micro, on comprend un petit peu tout ce que tu ressens. Et aujourd'hui, je voulais venir sur ce que tu me disais en off, le Xterra, parce que tu construis ta carrière d'une façon aussi singulière. Quelques semaines avant Roth, tu as pris ta qualification pour les championnats du monde Xterra. C'est un objectif de fin d'année d'aller sur ces championnats du monde. Pourquoi ta carrière se construit comme ça? Est-ce que tu travailles aussi cette pratique? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Ben alors jusqu'à une semaine avant l'Xterra Switzerland, je savais pas que j'allais prendre le départ, mais c'est mon coach, il a vu qu'il y avait cette course, puis il a dit ah mais si tu as envie tu peux aller. Puis moi je lui ai dit ouais mais c'est 2 semaines avant Roth c'est un gros objectif et tout. Puis il a dit mais justement ça va t'enlever un peu la pression de trop te focuser sur Roth puis mettre trop de pression. Ah c'est mon objectif, faut que j'y sois à fond. Et puis du coup j'ai dit bon bah alors je le fais. Et puis c'est vrai que j'ai pris du plaisir. Et puis le samedi on fait souvent des entraînements BRICS, donc ça veut dire on nage le matin, puis ensuite on fait intervalle vélo course à pied pour simuler un peu une course. Puis du coup quoi de mieux d'aller faire une course, c'est clair c'était différent, c'était sur le VTT et en trail, mais j'ai toujours été à l'aise sur le VTT. C'est comme ça que j'ai commencé le triathlon. Au début j'avais pas du tout de vélo de route, j'ai commencé à aller faire du VTT, donc je l'ai ressorti de la cave, j'ai été rouler 2 fois. Et puis c'est comme à ski, on sort les skis, on fait une descente et puis on retrouve nos sensations. Puis c'est vrai que j'ai pris un énorme plaisir à faire cette course. Et puis j'ai eu la surprise de la remporter, qui était aussi les championnats suisses en même temps que le Xterra Switzerland. Puis j'ai eu un slot pour les championnats du monde et puis je suis pas qualifiée cette année pour aller à Kona. J'ai dit pourquoi pas prendre cette opportunité et puis de profiter. C'est une opportunité qui est là cette année, ça passe bien dans la saison. Pourquoi pas y aller et puis découvrir cette course. Un nouveau défi, et comme tu dis, c'est assez drôle dans ce que tu dis, c'est une nouvelle surprise de la victoire, alors que nous de l'autre côté, on n'est généralement pas surpris de la qualité et de la performance que tu vas fournir. Je voulais faire un dernier point parce qu'on a parlé un petit peu des partenaires, on a parlé un petit peu de la structuration de ta carrière. De nombreuses fois dans le podcast, tu m'as parlé de ton coach. Tout à l'heure, tu nous as parlé aussi de ta maman, de tes parents qui t'aident sur la nutrition, qui t'ont aidé sous différents aspects. Aujourd'hui, désormais que tu es passé vraiment dans l'univers professionnel, tu es structuré de quelle manière? Est-ce que tu as un agent? Est-ce que tu as un staff médical? Est-ce que tu as quelqu'un qui t'accompagne sur la communication? C'est quoi un petit peu tous les aspects qui viennent se cacher autour d'une carrière? Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu voudrais mettre en place? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? J'ai la chance d'être super bien entourée avec mes proches, que ce soit mon coach premièrement, mes parents, que mon papa il est physio, donc j'ai déjà mon staff médical avec moi. Ma maman, elle m'aide dans tout ce qui est le marketing. Eux-mêmes, ils ont aussi une entreprise, donc ils ont aussi cette idée comment ça fonctionne. Elle m'a toujours été dans mes démarches de sponsoring et tout. Et puis elle m'aide du côté de la nutrition. Mon frère, il est mécanicien sur vélo, donc c'est lui qui me prépare mes vélos avant les courses, ou bien qui m'a montré plein de trucs, puis qui m'a dit ça tu dois toujours regarder avant une course et tout. C'est hyper important. Je veux dire, on s'entraîne des heures et des heures, puis après tu vois des gens avec des vélos. Je dis pas qu'il faut acheter un vélo cher, je dis pas du tout, mais juste entretenir son vélo. Ça peut être le vélo que tu as depuis 10 ans ou le tout nouveau vélo. Si tu as un nouveau vélo mais que tu l'entretiens pas,
Donc des petits trucs de vraiment basiques, genre lave ton vélo, fais ci, contrôle tes vis et tout avant une course, les pneus qui soient tout bons. Et c'est des petits trucs, grâce à ça, je suis super bien entourée. Puis sinon, dans ma famille aussi, il y a quelqu'un qui m'aide avec mes contrats de sponsoring. Donc je suis vraiment entourée avec des proches, des amis de la famille qui, grâce à ça, je suis soutenue. Et puis j'ai pas besoin d'un agent ou quoi, mais on fait ça ensemble et puis ça donne autant plus de plaisir. Dans cette notion, on se rend compte que ça peut rejoindre certaines histoires qu'on peut voir dans le triathlon. Typiquement, là, de façon assez naturelle, je pense à Sam Ledlow aussi, qui a essayé de construire toute sa carrière en famille. C'est ce que tu nous partages aussi. Mais dans une carrière, potentiellement, des fois, il peut y avoir des hauts, mais aussi des bas. Quand c'est tes proches, très très proches, et que tu emmènes tout le monde, est-ce que tu as vécu ça ou pas encore? Est-ce que c'est une crainte que tu peux avoir parce que c'est vrai qu'on partage à nos auditeurs beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite, mais est-ce que tu as eu des périodes aussi un petit peu plus difficiles, complexes à nous partager? Je dirais que d'être justement entourée comme ça, grâce à mes proches, je dirais que c'est plutôt une force, que autant ils me soutiennent dans les moments de victoire où on partage, puis on est tous heureux, que quand c'est plus dur, ils sont là pour moi, ils me soutiennent. Puis je dirais que ça, c'est hyper important parce que, je veux dire, mentalement, c'est dur, on s'entraîne tous les jours, c'est dur, il n'y a pas toujours de la réussite, il y a aussi des moments de doute où tu t'entraînes, où ça va pas forcément comme tu veux. Et donc, je dirais d'avoir ce soutien autour de moi, que ce soit de mon coach ou de ma famille, pour moi, c'est super important. Puis j'ai eu un exemple cette année. J'ai commencé ma saison avec l'Ironman en Nouvelle-Zélande. Puis j'étais super préparée. J'allais dans cette course vraiment confiante. Je savais que ça allait être une grosse course, mais je m'étais préparée. Je m'étais entraînée pendant les vacances d'hiver, aussi Noël, Nouvel An. Donc, j'avais pas trop fait de pause pour être au top. Et puis, je suis partie, natation, je suis sortie devant, sur le vélo, j'étais devant. Et puis, d'un coup, au 80e kilomètre, j'ai eu une douleur, mais affreuse dans le genou, comme un couteau. Et puis, j'ai rien pu faire, c'était horrible, j'avais tellement mal, je pouvais presque plus pédaler, j'avais plus de force dans la jambe. Puis, c'est pas passé. Et puis, au début, je me disais, bon, je vais arrêter. Puis, j'ai dit, mais non, on continue, tu sais jamais ce qui peut arriver. Et puis mon but, c'était d'aller chercher un slot pour les championnats du monde. Puis je me suis dit, si les age groups qui sont là sur le parcours, ils peuvent finir la course, je peux aussi la finir. Puis c'est un peu ça qui m'a aidé à finir et tout. Je suis arrivée dans la transition en pleurs, puis je voulais presque arrêter. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai roulé 100 km pour arrêter maintenant? Donc ensuite, je me suis mis à marcher, mais c'était vraiment horrible. Puis il y avait tous ces supporters qui t'encourageaient, allez, c'est bien. Puis je me disais, si je dois marcher, je marcherai. Il y a des gens qui finissent la course à minuit ou 1h du matin. Donc pourquoi? Je voulais vraiment, pour moi, arrêter, c'était pas une option. Puis c'est vrai qu'après, j'ai réussi à me mettre à courir et puis j'ai fini la course. Mais c'est vrai que ça, c'était une immense déception parce que j'ai loupé. Du coup, mon but, c'était vraiment d'aller chercher ce slot. Et puis j'ai fini, je crois que c'était 6e, et puis j'ai loupé le slot pour une place. Et du coup, ça, c'était aussi quelque chose que, il y a tout le monde qui est aussi déçu, tu vois, ils sont là pour te soutenir. Puis dans le moment, mon papa, il était aussi venu en Nouvelle-Zélande, donc c'était pour moi vraiment fantastique d'avoir son soutien pendant la course qui était dure, mais aussi après la course, parce qu'émotionnellement, j'étais un peu dans le trou, au fond du trou. Tu te dis, mais pourquoi, machin? Tu dois d'abord accepter, un peu faire pas ton deuil, mais je veux dire, tu dois accepter, c'est comme ça. Tu peux ensuite réfléchir, qu'est-ce, pourquoi, comment, mais au bout d'un moment, faut pas non plus ressasser trop, puis regarder de l'avant. Puis c'est vrai que dans ces moments, pour moi, c'était hyper important d'avoir ma famille et mes proches à mes côtés. Mais c'est clair qu'eux, à la maison, quand ils regardent aussi la course ou le timing, eux, ils sont aussi... ouais, ça prend tout le monde ensemble. Mais je dirais que ce soit dans les hauts, dans les bas, ça donne cette force de rebondir ou de assez rapidement... ouais, on en a parlé, on en a réfléchi, puis maintenant, move on, quoi, parce que ça sert à rien de rester là-dessus, et puis il y aura d'autres courses qui vont venir cette saison, concentre-toi là-dessus, et puis voilà, ouais. Maintenant, avec du recul, on se rend compte que tu as eu cette phase où tu as travaillé sur toi et tu es reparti, et on a l'impression que ça va assez vite. En termes de temps, ça met combien de temps pour que tu repartes à l'entraînement avec une vraie détermination, que tu construises ta saison? C'est une question de jours, de semaines? Comment ça a évolué un petit peu? Là, après cet Ironman, déjà c'est un Ironman, donc pour récupérer ça prend plus de temps. Donc je me suis donné vraiment une semaine où j'ai pas fait de vélo, et ensuite j'ai repris gentiment et j'ai plus du tout eu de douleur au genou, donc c'était parti, donc c'était bien. Mais après, moi je suis assez vite à vouloir, pas cette vengeance, mais je dirais que ça me donne cette motivation en plus de vas-y maintenant,
travaille encore plus dur, encore plus fort pour vraiment aller de l'avant. Et puis je dirais que ça donne j'utilise des moments peut-être pas de défaite, mais où ça va pas forcément comme tu veux pour vraiment te motiver à aller de l'avant. Et on se rend compte que voilà, il y a eu cette course où il y a eu des difficultés. Derrière, tu enchaînes très très vite. Finalement, tu as ce caractère et cette détermination. Et quand je parle de détermination dans ce que tu dis, j'invite les auditeurs qui nous écoutent à regarder. Mais là, on est mi-juillet. Une de tes vidéos que tu avais partagée où tu courais sous la pluie, mais c'était même plus une pluie. Et je me disais, ah oui, en fait, là, on a vraiment une très forte détermination. Mais là, par exemple, avec l'Alpe d'Huez, tu viens de gagner cette course. Dans 13 jours, 14 jours, tu prends le départ de l'Embrunman. Est-ce que ton cerveau il est encore sur la victoire et je suis trop contente, je suis ici, je profite, ou il est déjà sur faut que je reparte au combat, j'ai l'Embrunman à aller performer, potentiellement aller gagner. C'est quoi un petit peu cet équilibre à trouver finalement? C'est comme tu dis, c'est un équilibre. Donc, bien sûr, faut savourer. Je veux dire, on travaille tellement dur, on s'entraîne vraiment tous les jours pour arriver à délivrer des performances au top. Et puis, là, j'ai pu décrocher la victoire, ce qui est magnifique. Donc, faut le savourer, faut le fêter. Mais après, c'est clair que quand on sait que 2 semaines après, on a une course derrière, faut après de nouveau aussi avoir le focus, faut bien récupérer. Là, je vais déjà rentrer aujourd'hui. Donc, tant que je suis là, c'est vrai qu'on est encore dans cette atmosphère de l'Alpe. On profite à fond. Demain, je vais encore aussi vraiment profiter, récupérer. Puis ensuite, assez vite, tu dois quand même te focuser sur la première course. Mais il faut prendre quand même ce temps pour savourer l'instant, se dire waouh, qu'est-ce que j'ai fait. Puis je pense que c'est ça qui compte, parce que c'est ces émotions qui vont me motiver quand je suis à l'entraînement dans un moment dur. Je vais me souvenir de cette ligne d'arrivée, de quand je passe la ligne d'arrivée. Et puis quand je vis cette émotion, je revis cette émotion, ça va me donner de l'énergie pour pousser encore plus dans ma session d'entraînement, parce que je me dis ça va m'apporter peut-être à une prochaine victoire. Anaïs, franchement, un grand merci pour ce moment et pour ce partage. Et j'ai limite envie de te dire que j'ai envie que tu sois mon rendez-vous de chaque année et de voir cette évolution, parce que c'est impressionnant. L'année dernière, l'approche, finalement, ça avait été un petit peu improvisé, ce podcast qu'on avait fait ensemble l'année dernière. C'était un petit peu la cerise sur le gâteau. J'avais pu te découvrir. Toi, tu avais vécu ta première victoire pro. Il me semble que c'était le premier podcast que tu pouvais faire aussi. Là, cette année, on a eu l'occasion d'échanger à nouveau et je me rends compte que voilà, c'est quand même assez complexe, une carrière. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a une structuration, il y a des choix qui sont faits. Et j'ai qu'une envie, c'est de refaire un podcast dans 1 an avec toi. Donc je ne sais pas sur quelle course ça pourra être. Ça se trouve, ça sera à l'Alpe d'Huez ou alors dans le cadre d'une autre course. Mais en tout cas, un grand merci pour ton partage et ta passion. Et je te dis à très vite. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Puis peut-être que je reviendrai, parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait qu'une fois quelqu'un qui avait gagné 2 fois de suite l'Alpe, mais jamais 3. Oh. Donc pourquoi pas faire un 3 sur 3? Non, je rigole, mais ça me ferait vraiment plaisir, avec tout ce que j'ai vécu ici, d'y revenir. Donc si ça passe dans mon calendrier, ce serait avec grand plaisir. Écoute, au plaisir et à très vite. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette discussion t'a inspiré, motivé, ou même donné envie de te surpasser toi aussi, fais-le moi savoir directement dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche pour ne rater aucun épisode. C'est vraiment grâce à ça que le podcast évolue et qu'on recevra des invités plus extraordinaires les uns que les autres. Si tu veux en savoir plus et aller plus loin avec nous, je te donne rendez-vous sur notre page Instagram Loop sur Endurance pour du contenu exclusif, des anecdotes de tournage et encore plus de motivation au quotidien. Et surtout, n'oublie pas, ton travail, ta discipline et ta vision définissent ta performance de demain. Ciao, ciao!